Bonjour, bonjour à tous. Nous voici réunis. Il y avait un petit moment déjà que je n'avais pas tourné d'extrait de lecture. Je sais que vous êtes nombreux à écouter les lectures sur ma chaîne Au-delà du spirituel. Alors j'ai la chance d'avoir pu faire la connaissance de Robert Martin. Voilà un très très beau livre, bien consistant. Robert Martin, flic guérisseur aux éditions Mama, chez Mama Édition. J'ai lu le livre et puis j'ai la chance que Monsieur Robert Martin ait accepté l'invitation à venir nous rencontrer en direct sur notre chaîne Au-delà du spirituel. Mais avant tout, comme à mes habitudes, ceux qui me suivent le savent très bien, je vais vous lire pas un extrait de son livre parce que j'ai été bien incapable de choisir un seul moment. Aussi, je me suis dit, comme la vie de cet homme, le parcours de vie terrestre de cet homme est une mosaïque d'instants de vie. Le livre est passionnant, je ne vous cache pas, aussi passionnant que le personnage. Cependant, ce livre, en grande partie, raconte son parcours. Donc, je vous lirai la 4e de couverture après, mais je le mettrai cependant sous cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient continuer de lire ce magnifique parcours. J'aime les biographies, j'aime les choses consistantes et quand j'aime, je partage. Alors, nous allons commencer. Donc, il viendra nous rencontrer en direct avec un autre auteur. J'aime que les auteurs se questionnent entre eux. Je trouve ça vraiment sympathique. J'ai choisi de commencer et je mets une petite coche au cas il me reprendrait l'idée et l'envie soudaine de refaire un instant de lecture à partir de quelques phrases que j'ai beaucoup aimées dans ce livre. Donc pour vous situer un petit peu quand même, Robert, on va quand même être obligé un petit peu de commencer par la 4e de couverture, sinon on va pas pouvoir comprendre évidemment. Que suis-je bête des fois? Où ai-je la tête? Donc l'auteur, Robert Martin, on nous dit qu'il est né de père inconnu. Il est entré dans la police par la petite porte. Robert Martin a gravi tous les échelons au sein du 36 quai des Orfèvres, où il a été affecté à la brigade de répression du banditisme, à la BRB, à la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, à la section antiterroriste de la brigade criminelle SAT, puis au service de protection des hautes personnalités de 1980 à 2008. Robert Martin, alias Bob, a participé à de nombreuses enquêtes retentissantes. Gang des postiches, affaire Guy Georges, attentat de Port-Royal, affaire Mera, gang des barbares, affaire Lady Di. On va peut-être pouvoir le questionner. Peut-être. Ce flic, hors du commun, décoré de la médaille d'honneur de la police nationale, de l'ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, a terminé sa carrière au poste de chef de cabinet du directeur général de la police nationale. N'ayant jamais cessé de soigner, c'est tout naturellement qu'à l'âge de la retraite, il a ouvert un cabinet à Paris où il exerce en tant que thérapeute. Sa devise, servir et guérir. Bon, les filles, ne soyez pas jalouses. Alors, je suis un petit peu en mode connexion, en mode canal. Ne soyez pas jalouses de son regard aigle marine. D'après ce que j'ai compris, son cœur est pris. Hein, bon, alors, n'allez pas vous faire des plans sur la comète. Mon cher Robert,
Alors, j'ai choisi des petits passages bien sympathiques. Je m'installe et vous vous installez aussi pour un très super chouette instant de lecture, de détente. Voilà, nous y sommes. Je vis en permanence avec l'assurance que ce monde n'est pas le monde, qu'en dehors de ce que l'on peut voir, entendre, sentir, toucher, il existe autre chose. Je suis un humain doté, comme beaucoup d'autres, de certaines capacités qui me permettent de ressentir différemment ce qui m'entoure. Les expressions « je ne le sens pas »,« je ne me sens pas bien »,« ce lieu ne me plaît pas »,« j'ai un mauvais pressentiment », ou bien l'inverse, « je le sens bien »,« je suis bien »,« ce lieu me plaît », etc. sont utilisés par un grand nombre de personnes, mais peu prennent le temps d'essayer de comprendre ces sensations. Comment notre corps peut-il ressentir ce type de perception? D'où viennent ces informations? Parfois, c'est un montage intellectuel que notre cerveau produit par comparaison avec une situation déjà vécue. Parfois, c'est notre propre analyse de la situation qui nous fait avoir ce genre de pensée. Mais ce n'est pas toujours le cas pour une information précise qui nous parvient sur telle personne ou telle situation. Souvent, une vague sensation ou un vague ressenti n'est que le fruit de notre propre cerveau. Alors qu'une information reçue avec des détails précis vient d'ailleurs. Il est maintenant prouvé, grâce à différentes études et recherches récentes, qu'un champ d'information existe autour de tout objet matériel ou de tout ce qui émane du monde minéral, végétal ou animal. Est-ce de ce lieu que provient cette information? En ce qui me concerne, cette information se transforme souvent en énergie qui, à travers moi, devient amour inconditionnel et soin. Très tôt, j'ai accepté d'être le transmetteur de cette énergie information, sans jamais essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai rencontré des personnes qui avaient des capacités de perception différentes. Elles peuvent, par exemple, recevoir des informations concernant le passé ou le futur. Ce qui est important, à mes yeux, c'est de rester lucide sur ce qui arrive, de rester bien ancré, d'être dans la matérialité tout en acceptant l'immatérialité. Ne jamais se croire important, rester humble. Au fil des années, j'ai appris à écouter et voir différemment. J'ai accepté d'avoir perdu depuis très longtemps l'odorat, mais de percevoir les humeurs de l'âme, des personnes ou des lieux. Je ne sais pas comment s'organise la transmission de l'information, comment celle-ci réussit à nous parvenir et par quel canal, mais en ce qui me concerne, je la reçois et je l'accepte. Je ne cherche pas à convaincre les sceptiques, les matérialistes de tout poil. Je veux simplement accompagner les nombreuses personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi et leur faire comprendre que ce qu'elles perçoivent n'est en rien unique et qu'il suffit de l'accepter. Voilà un petit peu déjà le ton qui est donné au début de ce récit, de cette biographie. Alors ensuite, j'ai choisi quelques passages que j'ai bien aimés.
Durant les 3 ans, au tribunal de police de Paris, j'ai fait des rencontres étonnantes avec des femmes comme avec des hommes. Certaines de ces rencontres m'ont permis de grandir spirituellement, moralement et socialement. Grâce à Gilbert, je me suis inscrit au concours d'enquêteur de police. C'était un QCM et j'ai été reçu. Gilbert était franc-maçon. Il était marié à une femme qui était plus jeune que lui. Il m'a fait découvrir la franc-maçonnerie, ses rites et ses symboles. J'avais 21 ans. Je découvrais les tenues blanches. Étonnamment, ce monde ne m'était pas étranger. Je percevais et comprenais tous les symboles. Gilbert aurait bien voulu que j'accepte de suivre tout le rituel pour intégrer cette famille philosophique. J'ai toujours été réceptif aux signes des francs-maçons. Je crois que la majorité des hommes et femmes qui composent leur rang sont honnêtes et intègres. Mais ce qui me déplaît, c'est de voir des incultes à des postes de responsabilité, placés là par leur père pour service rendu ou à rendre. Beaucoup ne savent pas lire et comprendre les symboles qui jalonnent leur parcours. Ils sont peu nombreux à croire à la forme, à la force des formes et du verbe. Au vu de ma carrière, de nombreuses personnes ont cru que j'étais franc-maçon, alors que je fais simplement partie de l'armée des êtres qui voient, entendent, sentent, touchent et qui se questionnent. Est-ce que tout cela est vrai? Ne faut-il pas faire l'effort de percevoir autrement et laisser ces autres perceptions prendre le dessus? C'est ce que je fais depuis mon plus jeune âge. Affecté au sein de la police judiciaire de Paris, j'ai pris mes fonctions au commissariat de police de Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement. Après être entré dans la police, j'ai très rapidement recherché où se trouvait Edgar. À force de recherche, je l'ai retrouvé dans le Valenciennois. Et lorsque je me rendais dans le Nord pour voir ma mère et mon père, j'allais le surveiller. J'avais tout planifié pour le faire disparaître physiquement, mais en fin de compte, je n'ai rien fait, car une voix m'a fait comprendre que ce n'était pas la solution. J'ai compris que ce qu'il m'avait fait subir et ce qu'il avait fait subir aux autres devait être fait, que grâce à lui, je connaissais tous les travers et les turpitudes des hommes, que grâce à lui, je détectais rapidement les déviants, que je reconnaissais leur regard. Grâce à lui, j'allais essayer de mettre hors d'état de nuire les prédateurs. Grâce à lui, je pouvais lire dans le cœur des autres, dès l'instant où je prenais la peine d'y regarder, sans y projeter mes propres visions de peur, de haine, de violence ou de joie d'ailleurs. Je l'ai donc abandonné à son triste sort, en donnant le renseignement aux collègues du coin pour leur signaler sa présence. Il est mort peu après d'une maladie. Alors, j'ai beaucoup aimé ce passage, parce que dans ce passage, vous lirez l'histoire de Robert. Je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon on va rompre le système, ce serait le suspense, le système et le suspense, ce serait bien dommage. Mais je lirai vos commentaires. Robert parle dans ce passage de la gratitude. Alors qu'il a vécu dans son enfance une expérience que nous, les humains adultes, qualifierions d'épouvantable. Eh bien pourtant, vous voyez, Robert pratique la gratitude, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors on va continuer la lecture. J'espère que cet instant vous fera plaisir. Alors, il y a un
passage que j'aime beaucoup aussi. Alors oui, ça c'est l'histoire de la belle libanaise. Ça c'est le toucheur d'arbre. Alors vous voyez, il y a des petits chapitres. C'est très sympa à lire. L'écriture est très très fluide. Bon, ça c'est une histoire qui est super sympa. Hop, ça il explique. Je voulais vous lire l'histoire des filles de rue. Bon, c'est pas grave, on va se laisser porter en synchronicité. Je vais pas la retrouver. Est-ce que vous êtes prêts à la mort dans la police? Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à continuer l'aventure? Je vais vous lire un petit extrait du chapitre 9, qui n'est pas très long, donc je vais vous lire le chapitre en entier. La mort dans la police, chapitre 9. Ma première expérience était au commissariat de police de Paris 15e. Il y avait quelques semaines que je venais d'être affectée. Le divisionnaire entre dans mon bureau. « Martin, allez pour 15 heures au numéro 10 rue Vaugirard. Voici les clés de l'appartement. Les croque-morts vont venir chercher le Maccabée, c'est au premier étage. » Tout en disant cela, il sort du bureau. Je demande à mon collègue Xavier, qui est dans le même bureau, comment se passe cette opération Maccabée. C'est simple, hein. Tu attends qu'ils arrivent avec le camion frigo blanc et noir, tu ouvres, ils le prennent, ils le mettent dans une grande caisse en plastique, tu refermes et c'est fini. Je suis donc, à l'heure dite, en bas de l'immeuble. Le camion frigo arrive. 2 gars en descendent. Le chauffeur reste au volant. Il me demande l'étage, s'il y a un ascenseur, si c'est accessible, etc., etc. Je leur dis que je ne sais pas, que c'est mon premier enlèvement de corps. Ils me répondent d'aller voir pendant qu'ils sortent la boîte. J'entre dans l'immeuble, je vais au premier, sur une porte, une fiche cartonnée, préfecture de police et le cachet du commissariat. Je mets la clé dans la serrure et j'ouvre la porte. Une odeur infecte sort de l'appartement, qui est plongé dans le noir. J'actionne l'interrupteur de l'entrée, rien ne se passe. En laissant la porte d'entrée ouverte et grâce à l'éclairage du palier, je pénètre dans les lieux. L'entrée, un petit couloir à droite, une salle de bain, et ensuite une pièce sur la droite, une kitchenette, et devant, étendu sur le sol, le corps d'un homme. La pièce est petite, meublée sommairement, un canapé lit, une table, 2 chaises. Mes yeux s'habituent à la pénombre. Les gars des pompes funèbres arrivent à l'entrée de l'appartement. L'un d'eux me dit qu'il a besoin d'y voir plus clair. Je devine la sangle qui actionne le volet mécanique. Je me dirige vers elle. Je fais un pas, enjambe le corps, marche sur quelque chose de bizarre. J'actionne le volet qui s'ouvre progressivement et là apparaît la scène. Je découvre avec un énorme dégoût que je viens de marcher sur un œil qui était sorti de la tête du mort. Les croque-morts pouffent de rire. Moi, je suis pris d'une furieuse envie de quitter cet endroit. Malgré mon jeune âge, je leur fais comprendre que je n'apprécie pas leur moquerie. Ils empoignent le corps, qui est bien gonflé, et le déposent dans la caisse en plastique. Ce faisant, une odeur épouvantable s'en dégage. Je n'en peux plus, mais je reste stoïque devant les 2 autres. Ils referment la boîte et sortent. Je suis immédiatement. J'ai hâte de me retrouver à l'air libre. Nous nous quittons sur le trottoir, et aussitôt je traverse la rue pour aller dans le square qui est en face. Je marche en prenant de grandes bouffées d'air. Au bout de quelques minutes, je m'aperçois que je n'arrête pas de frotter le pied droit sur le sol, comme pour enlever cette sensation que j'ai eue en marchant sur l'œil. Je suis revenu au bureau, j'ai remis les clés au divisionnaire qui m'a demandé si tout s'était bien passé.
Je lui ai répondu par l'affirmative. Par la suite, j'ai eu affaire avec la mort de nombreuses fois. Entre mort naturelle, accidentelle, règlement de compte, attentat, je ne pourrais pas les énumérer toutes. Pour autant, certaines sont bien encore dans ma mémoire. De permanence de nuit, nous sommes avisés d'une fusillade dans un bar sur un boulevard calme de la capitale. Il est 20h30. Nous commençons notre service. Le collègue n'aime pas conduire. C'est moi qui suis au volant. Je prends la direction du bar. Nous arrivons sur place où se trouvent déjà les pompiers et les collègues du commissariat. Un large périmètre de sécurité a été mis en place. Nous pénétrons dans le bar. 3 personnes sont allongées par terre et baignent dans leur sang. Les pompiers nous disent n'avoir rien fait, qu'à leur arrivée, plus personne n'était vivant. C'est un petit bar tranquille. Le patron, en état de choc, nous raconte comment cela s'est passé. Il était derrière son comptoir en train de discuter avec 2 clients habituels. Il devait fermer dans les minutes qui suivaient lorsqu'il a vu un gars vêtu de noir entrer dans le bar et se diriger vers un homme attablé devant un demi. Cet homme était arrivé 5 à 10 minutes plus tôt. Il ne le connaissait pas. L'homme en noir a sorti une arme de sa veste et a fait feu à bout portant sur le client attablé. Surpris, les 2 clients habituels se retournent et essayent de sauter sur le tireur. Celui-ci appuie sur la détente de son pistolet mitrailleur et foudroie les 2 malheureux. Puis, il se retourne vers le patron qui reste tétanisé de peur. Il le menace de son arme, mais ne tire pas. Il sort et se précipite dans une voiture qui l'attendait sur le boulevard. Nous avons commencé la procédure avec les premières constatations et auditions. Puis, au cours de la nuit, la brigade criminelle a été saisie de l'affaire. Je n'ai pas su si l'auteur a été interpellé, et je me suis demandé longtemps ce qui unissait ces morts. Pour quelles raisons ces 2 clients ont réagi de la sorte? Peut-être, tout simplement, le courage ou l'alcool. Je suis revenu plusieurs fois dans l'établissement. C'est maintenant un restaurant. Je pense que les patrons ne savent pas ce qui s'est passé dans leur salle, au pied du bar. Je suis à la section antiterroriste de la brigade criminelle quand un attentat vient de se produire dans le métro. Ce n'est pas notre groupe qui est de permanence, mais, dans un premier temps, toute la SAT se déplace avec une répartition bien précise des rôles. Je suis chargé, avec un autre collègue, de m'occuper d'une victime qui se trouve dans la rame. Les constatations sont effectuées par d'autres collègues qui quadrillent la scène de crime avec ceux de l'identité judiciaire, ancêtres de la police technique scientifique. Nous devons identifier la victime. C'est une femme d'une 30aine d'années. Elle est debout. Enfin presque, si ce n'est que son corps est coupé au niveau de l'abdomen. Nous devons lui donner un nom. Son visage est intact. Elle a les yeux ouverts, avec une expression d'étonnement. Lors de l'enquête, nous avons appris qu'elle était assise sur le strapontin sous lequel se trouvait la charge explosive. Les constatations étant finies, dans la zone où elle se trouve, nous récupérons une pochette à main dans laquelle nous trouvons une pièce d'identité étrangère et un ticket de métro. Avec ces éléments, nous entrons en contact avec le consulat du pays pour les aviser du décès d'un de leurs ressortissants. Grâce au ticket de métro et après recherche auprès de la RATP, nous arrivons à savoir dans quelle station il a été composté. Le lendemain, nous arpentons le quartier et faisons tous les hôtels afin de trouver le lieu où était descendue notre victime. Les services du consulat ont immédiatement confirmé l'identité de la femme et nous ont fait savoir qu'elle était arrivée à Paris avec son mari le jour précédant l'attentat. Ils nous ont donné le nom du mari et nous l'avons identifié dès le lendemain comme une victime sans nom
hospitalisé à Paris dans un état grave. Nous avons trouvé l'hôtel où était descendu le couple. En compagnie d'un représentant du consulat et du directeur de l'hôtel, nous avons pénétré dans la chambre. Une immense impression de gêne, mêlée à de la tristesse, s'est alors abattue sur nous tous, car nous étions dans leur intimité amoureuse. Tout était prévu pour que, après le restaurant, ils passent un moment d'amour physique. L'amour était palpable dans cette chambre. Il y régnait une sérénité pleine de tendresse. Nous avons vidé les tiroirs et rempli les valises avec des mouvements doux, sans précipitation. Il y avait une forme de respect en prenant les vêtements et sous-vêtements de la décédée. Sur le lit se trouvait une belle parure de nuit et un mot tendre du mari à son épouse. Nous avions tous les larmes aux yeux. Nous avons attendu quelques jours que le mari quitte les soins intensifs pour lui rendre visite. Lorsque nous lui avons appris la mort de son épouse, il nous a dit qu'il le savait et que selon lui, elle l'avait sauvée, qu'elle s'était assise sur ce strapontin et lui en face, et que son dernier souvenir, c'était son regard amoureux. Dans les semaines qui ont suivi, il a été rapatrié dans son pays d'origine et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Alors voilà pour cet extrait riche en énergie et riche en expérience qui, effectivement, quand je l'ai lu, m'a bouleversée, soyons honnêtes, et j'imagine que ces phrases écrites sur ces histoires entremêlées ne vous laisseront pas insensibles, vous non plus. Vous voyez, ce livre contient toute une expérience de vie, enfin, pas toute une expérience de vie, parce que je pense qu'il a dû, Robert, notre cher Robert, sélectionner et choisir parmi toutes ces aventures qu'il a vécues, celles qui l'ont le plus marqué. Alors il y a une autre histoire que j'ai beaucoup aimée avec le chien Titus. Alors c'est un peu plus léger, c'est vrai, mais pauvre Robert, dans ce passage, je pense qu'on va arrêter là la vidéo, mais je vous donne envie quand même, parce que dans ce passage, mon cher Robert, en voulant sauver le chien Titus du Premier ministre, eh bien, ce cher Robert, il lui est arrivé des catastrophes coûteuses au niveau de son corps physique. Mais peut-être que si je mets le marque-page et que vous avez envie que je vous lise un petit peu de suite croustillante, parce qu'il y a de belles histoires. Attendez, c'est pas fini, hein. Regardez tous les chapitres quand même. Le chef des guérisseurs, ensuite de la sécurité routière au rond-point des routes de l'invisible. Alors là, je vous raconte pas. Mathilde, bon, Mathilde. Alors ce livre, il a résonné avec moi en synchronicité parce que je sais qu'il y a beaucoup de prénoms de personnes qui me côtoient. Alors, il y a Philippe, et on ne vous demande pas d'y croire hein, non plus. Hein. Et l'Orange, bon, ça parle pas du même Philippe. Il y a Adrien, qui est le prénom de mon premier petit-fils terrestre. Et puis, il y a Joséphine. Alors, Joséphine, bon, j'ai une amie petite étoile qui, alors, rencontre avec Philippine. Aujourd'hui, l'actualité, nous sommes en 2024, mais cette vidéo sera intemporelle. Nous avons tous perdu une petite Philippine. La
petite jeune fille qui est décédée cruellement dans le bois de Boulogne. Donc nous aurons tous une jolie pensée pour elle et je lui dédierai l'émission. Voilà, Adrien, chez l'Africain, et puis il y a Joséphine, les autres mondes ou dimensions de Joséphine. Joséphine, qui était une des sœurs de ma grand-mère, Betty. Donc voilà, on en reparlera, je vous laisse tranquille pour la journée. Cette vidéo est intemporelle, mais je vous invite. Alors, on va quand même lire, donc il y a les remerciements. Il est là, notre cher Robert. Donc, notre cher Robert, il est donc guérisseur et il exerce à Paris. Il a un cabinet, mais il ne fait pas que ça. J'ai découvert que Robert était amoureux de la montagne des Pyrénées comme moi. Ça nous a fait un point commun. On aurait pu en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et vous verrez qu'avec l'autre auteur qui participera à l'émission et qui soumettra Robert à la question, l'autre auteur est aussi une passionnée, eh bien, des Pyrénées également. Donc, nous serons 3 passionnés des Pyrénées. Alors, que nous dit cette 4e de couverture? Bon sang de bonsoir. Tu devrais écrire ton histoire, lui a-t-on maintes fois répété. Il faut dire que la vie du commandant de police Robert Martin sort de l'ordinaire. Enquête médiatisée et soins mystérieux alternent dans un monde où tout semble possible. Comment? Mais comment? Mais comment un chef de cabinet de la police nationale évoluant dans un contexte rationnel et parfois violent peut-il dans le même temps prodiguer avec douceur des soins énergétiques salvateurs dont lui-même ne peut expliquer le fonctionnement? Doté d'un magnétisme qui prouve chaque jour son efficacité, Robert Martin dispose de plusieurs capacités extrasensorielles, dont une forme de médiumnité qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, d'enquêteur, d'élite et de thérapeute de choc. Que voulez-vous que je vous raconte de plus? Donc moi j'ai eu un échange en privé, bah oui, hein, soyez pas jalouse, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Quand même un petit peu, hein. J'ai eu un échange privé avec Robert, on a papoté longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent au début? Oui, sa grand-mère s'appelle Angèle. J'ai adoré parce que il a eu une relation très fusionnelle avec sa grand-mère. Alors, ça nous fait un point commun de plus parce que vous savez tous ceux qui me suivent savent que c'est mon cas. Donc, ce livre, aujourd'hui, c'est l'heure de témoigner avec foi et sincérité. Donc, on ressent vraiment tout à fait des énergies super propres. Alors, la préface, il me semblait qu'il y avait une préface. Mamma mia, je perds mon latin. Combien de fois tu devrais écrire ton histoire? Combien de fois ai-je entendu cette phrase sans jamais y prêter attention? Car j'ai longtemps considéré que ma vie était comme tant d'autres, jalonnée de rencontres, de situations étonnantes et parfois un peu extraordinaires, mais ne présentant pas grand intérêt. Vous voyez, c'est signe d'un ego qui est loin d'être surdimensionné. Bon, non, j'ai rêvé, il n'y a pas de préface. Oh, pourtant, il en a plein des amis, Robert, hein. Après, il a des amis, mais vous verrez dans le livre, hein, il en parle, mais c'est top secret. Je crois que c'est des dossiers secrets, c'est comme moi. Mes vrais amis sont dans mon cœur et peut-être que pour les protéger, on n'en parle pas non plus, on n'en fait pas des caisses. Bon, alors je vous laisse justement, les amis d'ici ou d'ailleurs. Les chapitres sont là, vous voyez. Et j'espère que cet instant de lecture vous aura plu. Je souhaite que vous soyez très très nombreux pour l'émission. Il y aura un chat en direct, vous pourrez lui poser des questions. Évidemment, cette émission sera rediffusée sur tous les réseaux.
celui de l'autre auteur. Alors, ne cherchez pas Robert, il n'a pas de réseau social. Je lui ai posé la question. C'est pas un ours, mais pas très loin quand même. Hein. Bon, c'est un ours, un très gentil nounours. Donc, il n'a pas de réseau social. Mais l'autre auteur dont je vous fais la surprise, c'est une femme. L'autre auteur avec un E. Je ne sais pas si on peut dire autrice, peu importe. Elle n'en fera pas des caisses non plus. Elle partage aussi sur ses réseaux. Donc, je vous invite à partager cette vidéo parce que quand c'est beau, et vous savez que j'aime bien qu'on partage, et je vous invite à offrir ce livre si vous connaissez quelqu'un qui aime lire et si vous connaissez vous-même, si vous avez un goût pour la lecture, c'est un livre qu'il faut avoir dans votre bibliothèque. Alors ça tombe bien, j'attendais la fin de la vidéo pour vous offrir un livre, j'en reparlerai lors du direct. Je vous offre le livre de Robert Martin, Flic guérisseur. Vous n'aurez que les frais de port à payer qui s'élèvent à 5 €. Je vous offre le livre. Alors, comment vous allez faire? Il faudra de préférence venir sur le chat et participer. Bien entendu, on ne joue pas pour jouer. On ne joue pas pour gagner. Et pour que ça fasse rien derrière, ce n'est pas une belle énergie. On joue parce que vous avez envie de lire le livre ou bien parce que vous avez envie de l'offrir à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, dans les commentaires sous cette vidéo, vous me dites « moi je participe ». Ensuite, on sélectionnera, après que l'émission sera passée le 18 octobre 2024 en direct sur la chaîne Au-delà du spirituel, je sélectionnerai un gagnant ou une gagnante. Vous devrez m'envoyer un mail avec votre adresse terrestre, parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous poster le livre, c'est aussi bête que ça. Et je vous demanderai juste 5 € qui sont le prix des frais de port pour vous poster le livre. C'est parti, top départ, je vous offre le livre de Robert Martin, Flic guérisseur. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Alors, pour vous abonner à la chaîne, c'est très simple, j'allais oublier. Vous vous créez une adresse Gmail. Facile, hein, vous pouvez tout à fait utiliser un pseudonyme, ça ne me dérange pas. Et comme ça, grâce à ça, vous aurez un compte YouTube et vous pourrez écrire sur le chat, participer, poser vos questions à l'auteur. Déjà, tout de suite sous cette vidéo, si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne pourront pas être présentes, on ne peut pas être partout en même temps, vous pouvez déjà poser vos questions sous cette vidéo et je m'engage à les poser à l'auteur. Il y répondra lors du direct. Donc, sous cette vidéo, vous pouvez participer au tirage au sort, vous pouvez poser vos questions à l'auteur ou à moi-même ou à l'autre auteur, qui est une femme que vous aimez beaucoup, beaucoup, et que j'aime beaucoup aussi, donc ça tombe bien. Et vous créez un compte YouTube et vous abonnez à ma chaîne, parce que je vais recevoir, et je reçois régulièrement des invités. Et je viens sur la chaîne régulièrement faire des directs. Il y a également la part des anges et tout le tout team. Donc, vous pourrez tout à fait être acteur, actrice de la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.